Vous l'avez sans doute appris à l'école, Louis Pasteur a inventé le vaccin contre la rage et la pasteurisation, d'où l'expression a été tirée de son nom. Eh bien, c'est faux, il faut oublier. En vérité, Pasteur était un excellent biologiste, mais il était surtout un génie du plagiat. Ce mensonge et tant d'autres figurent dans l'édifiante histoire des impostures scientifiques de Gilles Arpoutian. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes journaliste scientifique, vous êtes l'auteur du livre La petite histoire des grandes impostures scientifiques. C'est aux éditions du Chêne. Vous racontez donc dans ce livre ces impostures. Alors disons-le, Gilles Arpoutian, pour le commun des mortels, la science c'est la vérité. Mais vous le racontez dans votre livre, à chaque découverte, en fait, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs et donc autant de possibilités de fraude. Oui, absolument. Chaque chercheur est tenté de pouvoir s'approprier cette vérité. Il y a une frontière assez ténue entre l'intuition, la créativité et puis la raison et la réalité expérimentale. Et beaucoup de chercheurs sont tentés, des grands chercheurs comme d'autres beaucoup moins connus sont tentés parfois de franchir cette ligne et d'offrir à tous des découvertes extraordinaires que malheureusement ils n'auront pas réussi à obtenir. Alors vous êtes journaliste, je l'ai dit, scientifique, fondateur du Monde des Sciences, spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Prenons le cas de Pasteur. La France en a fait un de ses héros nationaux. Je le disais, j'exagère peut-être un peu, mais c'est partiellement faux en tout cas. Pasteur, en fait, est une légende de l'histoire de France, comme peut l'être Jeanne d'Arc et beaucoup d'autres grandes légendes de l'histoire de France. Ouais. Pour autant, comme toutes les légendes, il y a un aspect très romantique et faux autour de la réalité historique du personnage. Et ce qui est amusant dans le cas de Pasteur, c'est que on a mis 100 ans, les historiens ont mis 100 ans en fait à comprendre la réalité du profil de Pasteur. Et grâce à Pasteur lui-même, en fait, Pasteur a laissé une sorte de testament qui sont ses notes de laboratoire. Il les a laissées à l'Académie des sciences et ces notes sont restées scellées pendant 120 ans. Et à la fin des années 80, les historiens découvrent, médusés, les notes de laboratoire où finalement éclate la vérité, c'est-à-dire que Pasteur, en fait, n'a pas vraiment inventé le vaccin contre la rage. Ouais. On le savait déjà, mais là, ça devient une réalité. C'est signé de la main de Pasteur. Ouais. On découvre que le vaccin contre le charbon a été usurpé à un grand vétérinaire qui s'appelait Toussaint. On découvre un certain nombre de choses. Bien évidemment, le lait pasteurisé ne vient pas de Pasteur lui-même. Pour autant, Pasteur reste quand même un très grand biologiste et il fait avancer ses disciplines en agrégeant l'ensemble des découvertes de son temps. Et il leur donne une certaine audience, une dimension extraordinaire et grâce à lui, on avance. Alors la pasteurisation, ça devrait être quoi? Alors la vernietterisation? La vernietisation, exactement. Alfred de Verniette. Hein. Ou même l'apertisation, qui est un terme qui existe. L'inventeur des premières conserves avait lui-même trouvé que, effectivement, si on réchauffait des aliments, eh bien, on arrivait à les conserver plus longtemps. Arrive Alfred de Verniette, qui, lui, résout le problème spécifique du vin. Napoléon III, à l'époque de Pasteur, soumet aux scientifiques de son temps, de son époque, français, le problème industriel du vin français qui ne se conserve pas. Alors dans votre livre, vous distinguez plusieurs types d'impostures, celle-ci, mais pas seulement. Pasteur, vous l'avez dit, c'est un génie plutôt de la synthèse, d'une certaine manière du dépôt de brevet. Il s'accapare en partie la pensée des autres. D'autres, en revanche, sont de purs mystificateurs. Hein. Des mystificateurs presque fous, mais ce qui les rend sympathiques, parce qu'ils ne sont que dans la folie, ils sont sincères dans leur folie. Notamment l'affaire des avions renifleurs, qu'on a souvent présentée comme une affaire politico-financière, est en fait avant tout une gigantesque imposture technologique. Ça se passe en France, à l'époque, en pleine crise pétrolière. La France est... comme beaucoup de pays occidentaux, on panique parce qu'en fait, le pétrole est contrôlé par les pays arabes et on cherche absolument de nouvelles ressources énergétiques ou à trouver du pétrole par soi-même. Et interviennent à ce moment-là deux grands escrocs qui vont proposer à l'État français et à Elf, qui était une compagnie publique filiale de l'État français, vont proposer une solution expéditive, survoler simplement le sol en avion et découvrir automatiquement tout gisement pétrolier immédiatement, sans aucune autre recherche. Alors, j'allais vous dire, comment démasque-t-on ces impostures? Vous avez déjà parlé du testament de Pasteur, avec ses écrits retrouvés. Il y a aussi ce chercheur américain qui va mettre le nez dans les archives concernant Roatán, ça c'est au Honduras. C'est une histoire fantastique.
l'État du Honduras, qui est en fait une dictature militaire depuis l'après-guerre, en fait, manque de revenus touristiques. C'est embêtant. Et on a l'exemple ils ont l'exemple en tête des pyramides de Gizeh en Égypte. Ouais. Et ils se disent, mais après tout, nous, on n'est pas très éloignés des grands lieux mayas. Pourquoi n'aurait-on pas des sites touristiques mayas? Alors, ils en ont un qui ne correspond pas vraiment à l'histoire du Honduras, mais qui est en pleine jungle et en haut d'une montagne. Ce n'est pas très pratique pour le tourisme. Alors, ils vont le reprendre, ce site, c'est le site de Copan. Ils vont le reproduire sur une île, à l'identique. Et puis, mais comme il faut quand même se construire une histoire, ils vont changer les manuels scolaires. Ouais. Il va se créer une histoire romancée, en fait. Complètement romancée, historique, et on va imposer cette histoire à tous les universitaires, tous les écoliers, tous les Honduriens devaient accepter l'idée qu'ils venaient non pas d'une civilisation qui s'appelle les Pêches, mais bien des Mayas. Et aujourd'hui, la plupart des Honduriens pensent avoir des origines mayas, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Ouais, c'est pas sans conséquence, donc, en tous les cas, ces impostures et ces mystifications. Autre exemple qui est tout aussi fascinant, plus proche de l'Europe, au cœur de l'Europe même, hein, c'est la Crète. En quoi cet exemple est-il aussi emblématique dans ce que vous racontez? Alors, la Crète, c'est l'appropriation par un individu, un archéologue, qui s'appelle Arthur Evans, ouais. D'un lieu mythique. On voit l'image, hein. Qui est alors là en l'occurrence on est sur le palais du roi Minos. Ça c'est Arthur Evans, ouais. Jeune. En fait il découvre les vestiges de la Grèce homérique. Knossos, ouais. Knossos. Et malheureusement impossible, il n'est pas Champollion, impossible de faire parler tous ces langages hiéroglyphiques. C'est impossible. Donc il n'y arrive pas. Donc il est un peu pris de court et finalement il va recréer lui-même sa propre civilisation. Parce que quitte à avoir trouvé un vestige aussi fantastique, donc c'est les vestiges du labyrinthe du Minotaure, du palais du roi Minos, de la princesse Ariane, c'est toute cette mythologie d'Homère dont il retrouve les vraies traces. Et il est quand même frustré de ne pas pouvoir en dire plus. Ouais. Et donc, il va inventer la civilisation. Des peintures aussi, il fait appel à un artiste peintre venu de Suisse. Il fait appel à un artiste peintre, à des architectes. Il reconstruit tout. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment dans un état pitoyable. Il a tout reconstruit, mais à sa manière. Il a raconté son histoire. Il a inventé une civilisation. La civilisation minoenne, qui n'a jamais existé. Mais c'est vrai que les historiens d'aujourd'hui, à défaut d'avoir la véritable histoire, se sont contentés de cette fausse. Mais ce qui est fascinant, c'est que des milliers et des milliers de touristes visitent ce site sans... Alors, on le sait, les touristes, contrairement à Roatan, en Honduras, là, les touristes de Crète le savent. Et d'ailleurs, c'est vu comme étant... C'est devenu un chef-d'œuvre en fait, du modernisme. C'est-à-dire ce courant qui consiste à se réapproprier des vestiges ou des idées et à les moderniser. Alors, c'est un livre à mettre entre toutes les mains, puisque vous faites à chaque fois, à la fin des chapitres, le point sur la vérité, entre guillemets, et l'état des recherches suivant tel ou tel domaine. Vous expliquez également dans ce livre, c'est ce qui est très intéressant aussi, que la science a besoin, au fond, de ces impostures. En quoi ? Mais la science, en fait, les imposteurs, c'est pas tant que la science a besoin d'impostures que les impostures prennent leur place dans l'histoire des sciences. Ouais. Et ils en font partie. Ils en font partie. Et souvent, c'est précurseur de véritables découvertes. Beaucoup Aldo Bonassoli, qui est un réparateur de télévision, qui a inventé ce faux système de radar qui permet de sonder les tréfonds géologiques pour trouver du pétrole. Ce système existe aujourd'hui. Il est développé, il existe. On annonce des choses qui vont véritablement exister. Un chimiste anglais invente un système de thérapie par onde cérébrale. Ce système, aujourd'hui, existe. Il avait raison. Ça n'était pas moins un escroc. Ouais. Pour autant, créativement, il avait raison. Et vous pointez aussi du doigt à chaque fois le fait que ces impostures scientifiques jouent sur nos croyances. En fait, sur la possibilité de réceptivité, au fond, au Honduras, il y a un contexte. Par exemple, il y a dictature, on va jouer peut-être sur la fibre aussi nationaliste. Absolument. En fait, en Crète, on va jouer sur une civilisation. Toutes les impostures s'insèrent dans une époque, effectivement, et se servent des besoins, des croyances populaires de son temps. Ouais. Donc, effectivement, en pleine crise du pétrole, on a besoin de trouver du pétrole. Ouais. Au Honduras, on a besoin de sites touristiques. C'est un peu du storytelling, pour employer un mot anglophone. Ouais.
Otto Verbeek qui invente le réjuvénateur qui permet de rajeunir par ondes électro-cérébrales, finalement se fonde sur, après la Première Guerre mondiale, la volonté de toute une bourgeoisie de mieux se soigner et de retrouver une certaine jeunesse, après des années qui ont été difficiles. On joue sur les aspirations, on joue sur le contexte économique et social. Systématiquement. Ça part du XVIIIe siècle, hein, dans votre livre. À quand remonte la première, selon vous, imposture scientifique? C'est aussi vieux que l'histoire des sciences. C'est-à-dire que la première imposture médicale remonte à la médecine, et la première imposture scientifique remonte au premier savant qui fait la première découverte. Vous isolez Ptolémée lui-même 1770 quand même. Alors, non, dans celles qui sont, je m'arrête en fait à une période pour les impostures technologiques. Je débute en fait à la cour de l'impératrice d'Autriche, où en fait son ingénieur en chef invente le premier ordinateur capable de gagner aux échecs. Et cet ordinateur va faire le tour du monde. Et en fait, il y avait à l'intérieur un maître d'échecs qui manipulait des bras aimantés et pouvait gagner de manière factice les parties sans que personne ne voit jamais cette personne enfermée dans la petite boîte. Mais Gilles Harpoutian, il y a sans doute à cette heure-ci, en direct sur TV5 Monde, des chercheuses, des chercheurs francophones en Afrique, Belgique, France, Suisse, partout et au Québec qui nous regardent. C'est un sujet en fait éminemment d'actualité, ça les concerne. L'imposture n'est pas un phénomène historique, ça n'a jamais été autant d'actualité, simplement de par l'évolution en fait de la méthode scientifique. Aujourd'hui, le nombre de disciplines s'est démultiplié, les champs de recherche sont d'une précision ingérable pour les dirigeants et il faut des résultats. Il faut des résultats, et donc on impose des publications et des découvertes aux jeunes chercheurs, qui sont donc pour le coup tentés de plagier ou d'inventer des résultats. On n'a jamais eu autant d'imposture, de fraude, ce qu'on appelle en fait d'inconduite scientifique depuis les 10 dernières années. Cela aussi par Internet, par le fait qu'il est facile de récupérer d'autres résultats et qu'on est face à une communauté complètement mondialisée qui en revanche n'a pas de règles mondiales. Chaque chercheur communique et fait ses travaux avec d'autres collègues dans le monde. Pour autant, aucun n'est soumis à une réglementation commune. Merci beaucoup Gilles Harpoutian. Je rappelle le titre de votre livre, La petite histoire des grandes impostures scientifiques, édition du Chêne. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.